Pour pouvoir utiliser la notion de téléchargement, on a vu beaucoup de concepts séparément. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un code complet qui les intègre tous. Donc j'ai créé une mini application, on ne peut pas faire plus petit, il y a juste un écran avec une structure user et on va afficher une liste d'utilisateurs. Sauf que cette liste d'utilisateurs, elle est vide au lancement de l'application et on va utiliser un téléchargement pour la récupérer. Ce téléchargement, il vient du site JSON Placeholder que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous montre l'URL et le JSON. Donc l'URL, c'est https jsonplaceholder.tpcode.com/users. On prend bien le https à la version sécurisée. Et on a ce JSON qui nous est retourné. Donc c'est un tableau qui contient des objets user. Et il y a plein de propriétés dans les users. Mais nous, on va prendre uniquement l'id, le nom et l'email. On ne prend pas l'adresse, on ne prend pas l'entreprise. Voilà, on pourrait rajouter plein de choses si on le souhaite, mais là, pour cet exemple, j'ai pris le minimum, juste les 3 premières infos. Ça veut dire que même si le JSON contient d'autres clés, elles seront ignorées par le JSON décodeur parce que je ne les ai pas ajoutées dans mes objets. On revient sur Xcode et on va voir ensemble comment j'ai fait ça. Donc la structure user, j'ai ajouté le identifiable, j'espère que vous vous en rappelez, ça nous permet de l'utiliser dans une liste. Et ensuite j'ai ajouté le codable pour qu'il soit capable de convertir le JSON avec ces objets-là parce que j'ai mis exactement les mêmes clés. Ensuite j'affiche donc une liste et pour cette liste, chaque user doit générer un texte avec uniquement le nom. J'aurais pu éventuellement mettre le nom et l'email mais j'ai mis que le nom pour l'instant. Pour le chargement, comment on va faire ? Eh bien, j'ai utilisé une fonctionnalité de SwiftUI qui s'appelle onAppear, qui permet de déclencher du code au chargement d'un composant. C'est un petit peu l'équivalent du viewDidAppear pour ceux qui avaient déjà fait du UIKit. L'idée, c'est que dès que ce composant apparaît, juste après, on exécute ce code-là. C'est le même principe qu'un bouton, mais on n'a pas besoin d'attendre le clic d'un utilisateur. C'est dès le lancement. Donc, je commence avec une liste vide, puis je lance le chargement. Et le chargement, alors c'est une longue fonction, j'ai tout mis au même endroit, comme ça on résume bien tout le chapitre. On commence par préparer l'URL du chargement. L'URL, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure dans le navigateur. Par contre, ce qu'on connaît, nous, c'est une chaîne de caractères. L'objet URL request a besoin d'un objet de type URL. Pas de souci, il y a un constructeur qui reçoit une chaîne de caractères et qui retourne une URL, mais il est optionnel parce qu'il part du principe que si on lui met une URL invalide, imaginez qu'on oublie un slash ici, l'URL est plus valide. Donc lui, il va retourner nul dans ce cas-là. C'est pour ça que j'utilise un guardlet pour être sûr qu'il a bien réussi à créer l'URL à partir de la chaîne que je lui ai donnée. S'il n'a pas réussi, on annule tout chargement. Sans URL, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ensuite, j'ai besoin du URL session. On pourrait créer notre propre URL session. Dans la plupart des cas, le shared nous suffira largement. C'est la façon la plus rapide de récupérer l'objet URL session. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, créer manuellement un objet URL session, mais c'est un petit peu plus complexe et plus large, mais ça vous ajoute plus de fonctionnalités. C'est forcément un petit peu plus complexe de le créer manuellement, mais ça vous permet de gérer des cas avancés. On ne va pas les couvrir ici, c'est pas le but. Je continue. Ensuite, on crée notre requête. Alors, on pourrait créer juste à partir de l'URL, mais je vous montre comment créer une requête. Comme ça, si vous avez besoin de gérer des cas particuliers, vous pourrez le faire. C'est facile de créer une requête. Je lui fournis l'URL que j'ai préparé tout à l'heure. Ensuite, je lui ai précisé la méthode, même si c'est déjà celle par défaut, ça vous montre comment on change la méthode. Si vous avez d'autres choses que vous voulez personnaliser sur la requête, eh bien, il suffit juste de faire un request point et vous pouvez par exemple ajouter des entêtes avec le add value. Vous pouvez gérer pas mal de réglages si vous le voulez. Il y a la complétion automatique, vous pouvez aussi regarder la doc, on peut régler des tas de choses sur la requête. Pour nous, on va uniquement voir l'URL et la méthode parce que pour la plupart des cas, ça suffit. Une fois que notre requête est prête, qu'on l'a bien configurée, il nous suffit de créer la tâche. Donc pour créer la tâche, je prends mon objet URL session, celui qu'on a créé tout à l'heure, et je lui dis crée-moi une data task pour cette requête. Et à ce moment-là, on lui fournit dès maintenant le code à exécuter pour traiter la réponse. Je vais en parler jusqu'après parce qu'il va l'enregistrer tout de suite et il va le mémoriser pour plus tard. À ce stade-là, la tâche n'est pas encore lancée. Pour la lancer, vous devez appeler sur l'objet task la fonction resume qui permet au système de lui dire c'est parti, lance le chargement. Et là, il va lancer en arrière-plan le chargement. Donc notre interface, elle reste réactive parce que tout ça, ça se passe en arrière-plan. En fait, on prépare une tâche et on dit au système de la lancer. Mais notre programme, il continue tout de suite alors que la tâche n'est pas terminée. En arrière-plan, le système va charger les données. Et quand il aura terminé, il va appeler la closure qui est ici. Vous voyez, elle va de là jusqu'à la ligne 47. Et j'ai mis tout le code à l'intérieur qui va convertir le résultat en liste de user. Donc d'abord, je vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur de chargement. Ensuite, je vérifie que la réponse, elle est bien de format HTTP, parce que par défaut, il peut charger autre chose que du HTTP, donc on doit vérifier qu'on a bien du HTTP pour avoir une variable qui a le bon type. Et on vérifie aussi qu'on a bien des datas, que l'objet data n'est pas nul, qu'il a bien réussi à créer des datas. Si tout ça c'est bon, s'il n'y a pas d'erreur, qu'on a bien une réponse de type HTTP et qu'on a bien des datas,
Alors, j'arrive ici. C'est l'avantage du guard, c'est qu'il va me préparer toutes les variables. S'il y a un problème, il s'arrête et on oublie toute la suite. Sinon, j'arrive ici et j'ai toutes mes variables qui ne sont plus optionnelles. Ça me permet d'annuler tous les optionnels, parce que je vous rappelle que tout ça, c'est optionnel. Chacun des 3 types sont optionnels, parce qu'il ne sait pas si on va avoir une erreur et ces deux-là annulent, ou alors si on va avoir ces deux-là remplis et l'erreur annule. Donc, par défaut, les 3 paramètres sont optionnels. Et avec le guard, j'annule le côté optionnel des paramètres qui m'intéressent, justement les 2 premiers. Une fois que je sors du guard, je sais que j'ai eu une réponse au format HTTP et des datas. Je vérifie que la réponse du serveur est bien positive, c'est-à-dire que le code de statut est compris entre 200 et 299, que j'ai pas un code particulier qui voudrait dire qu'il y a eu un problème. Si c'est bon, je rentre dans le if, et là je vais essayer de décoder le JSON. Le JSON c'est super simple, puisque notre objet, il est déjà compatible, on l'a dit qu'il était codable et que les clés ont les mêmes noms que notre JSON du serveur. Il me suffit de créer un JSON décodeur et de lui dire tu décodes un tableau de user à partir des données que j'ai récupérées. S'il y arrive, parce que justement il peut y avoir des problèmes si le format JSON, si on s'est trompé dans les clés, s'il y a une erreur quelque part, on fait un try avec un point d'interrogation, comme ça on a un iflet et on aura le iflet que si le décodage a marché. Et donc si le décodage a marché, cette fois-ci je peux l'afficher. Ne pas oublier le dispatchqueue.main.async, puisque là on est en tâche de fond, toute cette phase-là, tout ce calcul, la conversion du JSON, etc., on l'a fait en arrière-plan pour ne pas ralentir l'affichage. Mais maintenant qu'on est sûr d'avoir une liste d'utilisateurs qui a été chargée et convertie, il faut que je l'affiche, et pour l'afficher, on va toujours faire un dispatchqueue.main.async pour repasser sur le thread principal. Et là, je peux écrire dans le user list, parce que le user list, c'est un objet de SwiftUI, il est surveillé par SwiftUI, et je vais être sûr qu'on soit sur le thread principal avant de le toucher. Et je n'ai plus qu'à écrire à l'intérieur, et normalement, SwiftUI va s'en rendre compte. On va vérifier si ça marche, je clique sur le triangle, et il va faire mon chargement. Et voilà, on a tout qui est fonctionnel. On voit le résultat. Si je vous montre le JSON, on a bien, voilà le premier, Lian Graham, deuxième, Erwin Howell, troisième, c'était Clémentine Bosch, et on les retrouve bien ici. On a notre liste qui est fonctionnelle. Et voilà le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le téléchargement, je sais que c'est impressionnant quand on débute, mais finalement, quand on regarde la quantité de code qu'on a ici, j'ai donc 50 lignes de code pour créer un écran entier qui télécharge une liste de contacts sur Internet et l'affiche sous la forme d'une liste défilable pour l'utilisateur. Je trouve que finalement, on s'en sort pas trop mal pour un code qui fait autant de choses.